Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. La fraternité, la paix universelle, le bonheur, l'amour absolu, l'unité, l'universalité, l'éveil, la sagesse, bref, voilà. Et alors, pour démontrer cette théorie, je m'appuie parfois sur des ouvrages que je rencontre, que je chine à droite et à gauche. Là, par exemple, j'ai trouvé cet ouvrage sur un vide-grenier de Victor Delbos, La philosophie française. Et alors j'ai regardé, j'ai essayé de trouver Victor Delbos, qui était sans doute il était membre de l'Institut et professeur à la Sorbonne, ce Victor Delbos. Il a écrit ce livre, La philosophie française, en 1921. Et en fait, sur Wikipédia, il n'y a pas son... apparemment, on ne le trouve pas. Comment se fait-il qu'il y ait des pages entières pour des choses qui me paraissent... pour des choses beaucoup plus vénales, ou je ne sais pas comment on pourrait dire. Et cet auteur-là, qui, on en pense ce qu'on veut. Là, je vais juste commencer à lire le dernier chapitre, à essayer de prendre, de picorer un peu dans ce dernier chapitre qu'il consacre à Saint-Simon et Auguste Comte. Et parce qu'en fait, la théorie que je professe, au XIXe siècle, c'est Auguste Comte, Saint-Simon. En fait, ils en étaient plus ou moins pétris. La seule chose, c'est qu'ils ne pouvaient pas l'avoir universelle parce que ils étaient plutôt du côté du christianisme. Parce que déjà l'Occident était en position dominante, il était dans la conquête du reste du monde, et je pense qu'il y avait déjà cette façon un peu orgueilleuse de voir le monde et de penser que le christianisme pouvait se répandre sur l'ensemble de la planète et fédérer l'ensemble humain, parce qu'en définitive, ce qui était derrière, c'était de trouver quelque chose qui pouvait fédérer l'ensemble humain, en fait. Je pense que c'est ça qui occupait ces philosophes. C'était pas le christianisme, c'est parce qu'il était là. Mais justement, aujourd'hui, moi, je reprends un peu ce genre de thème sans le savoir. Hein. Je m'en suis rendu compte en travaillant, en découvrant ces thèmes, que ma philosophie était dans ce sens-là. Maintenant, on peut imaginer quelque chose de plus universel. Déjà, la pression de l'Église est moins importante. On peut parler de syncrétisme religieux, d'une pensée qui serait universaliste, alors qu'au XIXe siècle, c'était beaucoup plus difficile pour eux. Et puis, il leur manquait beaucoup de choses pour pouvoir penser de façon beaucoup plus universelle qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, leur travail me semble hyper important et à bien lire pour ceux qui ont la capacité d'aller lire. Moi, c'est pas mon cas, je peux lire que des résumés, des choses comme ça, mais je peux pas aller lire les œuvres entières de ces gens. Alors, je vais commencer un petit peu cette lecture-là, et je vais faire juste une petite vidéo d'introduction. Alors, l'apparition du positivisme semble devoir être apportée aux mêmes raisons qui ont suscité le mouvement d'idées représenté par De Bonald et par De Maistre. D'un côté comme de l'autre, ce qui domine les esprits
et ce qui inspire les doctrines, c'est l'impression très forte que la société française, ou même européenne, se trouve en présence de ruines accumulées par la Révolution, laquelle est elle-même considérée comme l'aboutissement d'un long travail de décomposition. C'est le vif sentiment de la nécessité qui s'impose d'accomplir une œuvre de réorganisation. C'est enfin la conviction que cet effort de reconstruction ne sera efficace et ne produira des résultats durables que s'il tend à fonder un ordre véritablement social dont les principes constitutifs seront soustraits à l'action dissolvante de la critique individuelle. Seulement, tandis que les traditionalistes cherchaient la solution du problème ainsi posé dans une restauration intégrale du catholicisme, envisagée tout ensemble comme une foi surnaturelle et comme une organisation puissante, les hommes furent les promoteurs de la thèse positiviste, prétendait ne retenir du modèle fourni par le passé historique de l'Église que les éléments temporels et les formes extérieures, en rejetant comme vaines et périmées les données dogmatiques et les préoccupations supraterrestres. Et ça, c'est très intéressant. Alors justement, je ne l'avais pas lu, je le découvre en même temps. Et effectivement, donc ils voulaient prendre du christianisme que le meilleur. Donc ils étaient en position de pouvoir le faire à cette époque-là. C'était le milieu du 19e siècle. Donc 50 ans peut-être après la Révolution française. Et effectivement, après la Révolution française, on s'est retrouvé avec une sorte de retour à l'ordre, avec Napoléon, des guerres, etc., etc. Mais il y avait quand même dans toute cette aventure qu'il faut resituer dans son époque, un désir d'unifier les choses. Et je pense que les Saint-Simon, les Auguste Comte ont bénéficié de toute cette philosophie, en somme, et de toute cette façon de penser le monde. Voilà, alors, ça n'empêche qu'il faut critiquer la façon dont s'est comporté Napoléon, la façon dont la Révolution s'est déroulée, le côté négatif de la Révolution, le côté négatif du colonialisme, etc., etc. Mais on peut commencer à entrevoir que le désir était vraiment d'unifier. Et donc là, on voit que il y a le désir de prendre chez Saint-Simon, de prendre le meilleur du christianisme. La fraternité, l'universalité, etc., etc. Alors, Saint-Simon, je prends la première réflexion. Et on va voir, c'est ce que j'ai lu là, juste avant. Au premier rang de ceux qui apportent ainsi à la société la bonne nouvelle est le comte Henri de Saint-Simon, 1760-1825. Ah, mais alors c'est même avant, c'est même pendant la période napoléonienne et post-napoléonienne qu'il a écrit ses thèses. En fait, c'est à la fin de la Révolution. Il était à l'intérieur de la Révolution. Il a vécu la Révolution dans sa chair. Cet arrière-cousin du fameux duc remplace la vanité des titres nobilaires auquel il a un jour pompeusement renoncé par l'orgueil de la mission dont il se juge investi. Bon, il y a un esprit critique chez ce Victor Delbos qui est un peu quand même... voilà, c'est un peu dommage, je trouve. Il faudrait le resituer quand il a écrit cet ouvrage, les années 20, 1920, mais... c'est pas très gentil parce qu'en fait c'est beau d'avoir pompeusement renoncé à ses titres nobilaires par l'orgueil de la mission dont il se juge investi. Et c'est pas un orgueil quand on est dans une passion, quand on a un sentiment d'avoir une mission universelle, je ne parle pas une mission
individuelle, mais une mission universelle. Il n'y a pas d'orgueil dedans. C'est quelque chose, on est accaparé par ça, on est vécu par cette mission. C'est pas quelque chose dont on est maître en réalité, qu'on peut avoir comme orgueil. Alors oui, on peut se sentir heureux d'être touché par cette mission, mais en réalité, c'est autre chose. Alors, pendant un temps, il mène de front le trafic, les voyages, les amusements et l'étude, d'ailleurs superficielle, des sciences. Et alors là, c'est là où je me reconnais complètement comme un de ces enfants à ce conte de Saint-Simon, à ce Henri de Saint-Simon. Parce que je pense que c'était un hyper intuitif qui ne pouvait pas se pencher de façon myope sur les choses, analyser les choses de façon pointue, etc. Il était plutôt hypermétrope et synthétique, et il pouvait simplement voir la vie de façon synthétique. On ne peut pas avoir une vision de l'évolution de l'humanité et de l'universel et en même temps rentrer à fond dans la science pour décortiquer les choses. C'est pas possible, c'est antagoniste en réalité. Et moi je m'appuie sur la science, mais de façon complètement comment on pourrait dire, intuitive et maladroite, et je creuse pas et fausse, parce que je dois commettre des erreurs incroyables sur certains trucs, parce que je lis comme ça en diagonale les choses, mais parce que je ne peux pas faire autrement. Je m'intéresse à l'évolution de l'univers d'abord, la position du principe créateur à l'origine de l'univers, pourquoi il y a tout cet univers, pourquoi à un certain moment il y a une Terre qui apparaît dans cette expansion, pourquoi dans cette Terre apparaît toute l'organisation pour pouvoir accueillir la vie, pourquoi la vie apparaît, pourquoi la vie se met en évolution, et pourquoi l'homme arrive, pourquoi l'humanité sort de cette évolution de la nature et se met en évolution elle-même pour aller vers son ultime perfection. Voilà, donc quand on est dans cette dimension-là de pensée, on ne peut pas aller pointu dans les choses. C'est pas possible. Et lui, il était pareil. Et donc, il mène de front le trafic. Alors, le trafic, moi, je fais un peu de brocante. On pourrait l'apparenter à ça. Donc, les voyages, je marche sur cette voie verte pour faire des vidéos. Donc, je mène de même. C'est tout en réduit, tout à une échelle microscopique que je fais les choses. Et donc, les amusements, moi, j'en ai pas beaucoup, faut avouer. Et l'étude, non, c'est pareil, c'est une étude en diagonale. D'ailleurs superficielle des sciences. Il se lance dans toutes sortes d'aventures qu'il décore ensuite du nom plus honorable d'expérience. Ben oui, c'est des expériences, bien sûr. Sauf que oui, évidemment, ce n'est pas l'expérience de l'expérimentateur, du scientifique qui va analyser de façon vraiment faire une expérience digne de ce nom, évidemment. Mais c'est des expériences. Il utilise tout ce qu'il vit pour comprendre ce qu'il est en train de déchiffrer, c'est-à-dire l'évolution de l'humanité. Il est aventurier dans sa pensée comme dans sa vie, avec certaines idées fixes. Il a une mobilité passionnée d'intelligence qui lui fait accepter successivement, sans scrupule, tout ce qui peut donner corps et succès à ses idées. C'est exactement ce que je fais. Et il est à la fois opiniâtre et indiscipliné. C'est pareil. Donc c'était certainement un autiste Asperger ou un Asperger, peut-être pas autiste. Je vais essayer de voir comment il a vécu.
pour voir, mais je pense qu'il avait quelque chose d'Asperger. Il n'a pas pour contenir sa fougue de généralisation, ni connaissance précise dans le détail, ni souci de preuves rigoureuses. Ben, pareil pour moi. Non qu'il construise absolument dans l'abstrait, c'est à partir de faits que le plus souvent il raisonne, et à partir de faits dont il devine parfois, avec autant de sagacité que de promptitude, l'importance jusqu'alors inaperçue. Mais la notion juste de ces faits s'altère vite en se laissant absorber par son rêve systématique. Voilà comment penser ce Desbos du travail de Saint-Simon. Et Saint-Simon ils vont devenir tous ces philosophes-là du 19e siècle qui ont pensé l'humanité. Et par exemple, celui qui dit la propriété, c'est le vol, tout cela vont devenir complètement à la mode. On va voir à quel point ils avaient raison, à quel point les Marx, les Fourier, les Proudhon, etc. avaient raison. Et c'est eux qui sont les futurs, voilà. Si vous voulez jouer à la bourse, eh ben, investissez sur ces philosophes. Alors, il abonde donc en vues à demi profondes et à demi chimériques qui tiennent en outre du sentiment prophétique dont elles sont les éclats et de la forme impérieuse qu'elles prennent une singulière puissance de susciter à ce moment les enthousiasmes et les adhésions. Eh bien, c'est le cas de la mécanique universelle, c'est exactement ça, un sentiment prophétique. Pour l'instant, c'est comme ça parce que la science n'a pas décidé de s'accaparer de cette idée, mais elle va le faire. De la mécanique universelle, elle va prendre cette idée-là, et quand elle la prendra, eh ben, ça sera plus du prophétique, ça sera du scientifique, voilà. Mais il faut que ça soit la science qui l'utilise. Moi, je suis dans le prophétique parce que je ne peux pas le démontrer de façon incontournable que l'humanité est irrépressiblement attirée vers son ultime perfection et qu'elle ne peut pas échouer en fait dans sa façon d'évoluer. Alors de fait, il se trouva pour vénérer en lui le révélateur et pour développer son œuvre un groupe d'hommes qui n'étaient certes pas des hommes médiocres, qui mêlèrent comme lui et plus que lui à des illuminations étranges et à des attitudes excentriques, quelques beaux élans de volonté et une perception extrêmement ingénieuse de certains moyens très positifs de progrès économique et social. Alors, et ça c'est ce qui manque à la mécanique universelle, comment on pourrait dire, un groupe d'hommes, de femmes évidemment, un groupe d'humains pour développer cette œuvre de la mécanique universelle. Pour l'instant, ils ne sont pas là, mais ils sont en route pour venir. Voilà ce que je pense réellement de l'évolution de la mécanique universelle. C'est pour ça que je ne suis pas pressé, parce que quand ça devra venir, ça viendra. Il y aura du travail autour de cette pensée, elle se développera, elle sera soutenue, des gens s'en empareront, la développeront, etc., etc. Je suis tout à fait convaincu de ça. C'est orgueilleux, non, pas du tout, c'est ce que je pense tout simplement de mon travail, mais sans orgueil, juste parce que je le pense juste. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Si vous pensez que ces idées un peu atypiques et autistes Asperger ont un peu d'intérêt pour vos frères humains, eh bien, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner à la chaîne et mettre des avis, des commentaires, j'y réponds systématiquement, et puis en parler autour de vous. Voilà, n'hésitez pas à diffuser. C'est fait pour ça. Comme le Larousse, il y avait écrit « Je sème à tout vent ».
eh ben, c'est exactement ce qu'il faut faire. Voilà. Et cette nature-là, ben, c'est ce qu'elle fait en fait. Elle sème à tout vent. Là, il y a du vent. Alors peut-être ça a rendu un peu inaudible cette vidéo parce que je sais que ça, le vent, ça fait un truc bizarre dans l'oreillette. Mais en tout cas, ce vent, en même temps, il disperse. Il fait un travail inouï. Voilà. Le travail entre les fleurs, les feuilles, et la terre, et le ciel et le soleil, et la pluie et l'eau, dans ce travail qui est en train de se faire là, dans ce petit pré, il y a des milliards d'actions qui sont là et qui travaillent pour continuer cette beauté qu'est la nature et qu'est l'humanité en fait, qu'est le monde. Voilà ce qu'on peut dire de cette nature. Je vous remercie de votre écoute et soyez heureux. Voilà, soyez heureux. À très bientôt.